Voilà, je voudrais d'abord me présenter. Je m'appelle Lucien Meyer. Je suis né dans la banlieue de Strasbourg en 1924. J'étais enrôlé de force dans l'armée allemande. La guerre, pour moi, elle a commencé au mois d'août 1939. Toute une partie de l'Alsace a été évacuée. Tous les habitants ont dû quitter leur domicile. Et en 1940, nous sommes rentrés en Alsace. La gare de Strasbourg pavoisée, en rouge, avec les croix gammées. Bienvenue dans le Reich. Tout ce qui était français a été interdit. Le port du béret, par exemple, était sanctionné par 3 mois de camp de redressement. La langue française était interdite dans les lycées. Les voisins qui s'appelaient Dubois, par exemple, ils n'avaient plus le droit de s'appeler Dubois. Ils s'appelaient von Holtz. Traduction littérale de Dubois. Enfin, tout a été germanisé. L'Alsace devait être un territoire allemand. Voilà. En 1942, le Gauleiter a décidé que les Alsaciens ils devaient rentrer dans l'armée allemande. Avez-vous envisagé d'autres possibilités? C'est arrivé, il y en a, ils sont partis. Les parents se sont retrouvés dans les camps de concentration. C'était inimaginable. Il n'y a que quelques-uns qui, poussés par leurs parents, ont réussi à sortir. Quelques-uns, mais beaucoup ont été fusillés. Entre 1942 et 1944, il y avait 120 000 Alsaciens qui ont été enrôlés dans l'armée allemande. Alsaciens et Mosellans. On était obligé de faire, par exemple, une marche forcée de 25 km de nuit. On était 25 Alsaciens. Qu'est-ce qu'on a fait en marchant? On a chanté toutes les chansons françaises de l'armée pour dire quel était l'état d'esprit des Alsaciens. Un autre fait qui m'a marqué, un sous-officier nous a traités, vous les Alsaciens, vous êtes des sales cochons. Alors la moutarde m'est montée au nez. Moi, j'ai demandé le rapport au commandant de la compagnie. Il m'a dit, bon, j'ai pris note. 48 heures après, ce sous-officier a disparu. Il s'est retrouvé sur le front russe. Il nous a proposé de devenir officier dans l'armée allemande, étant donné qu'on avait fait quelques études. Et je me souviens encore que le titre de la rédaction était « Pourquoi voulez-vous devenir officier allemand ?» J'ai écrit du fait de mon éducation française, je ne me vois pas commander à des Allemands. Naturellement, je n'ai pas été pris. Quel poste occupiez-vous durant la guerre? On était affectés dans une nouvelle unité pour connaître un nouveau canon, le 88 anti-char. Et j'étais le pointeur du canon 88. Où étiez-vous le 6 juin 1944 lors du débarquement en Normandie? Au moment du débarquement, on était en alerte et on s'est retrouvés enterrés à 200 mètres de la plage à Zeebrugge. Le service de renseignement allemand a mis toute la 15e armée en alerte le jour du 6 juin. On était en alerte, on n'a rien vu venir, excepté des paillettes pour brouiller les radars. C'est la seule chose qu'on a vue. Fin juillet 1944, on nous a embarqués sur les trains et on a traversé la Belgique, le nord de la France, par Abbeville. On est passé par Lisieux, Falaise. On est arrivé à Flers, de Flers à Tinchebray. Ensuite, on s'est dirigé vers
les bois de Gers, et on est resté immobilisé pendant 6 jours. 6 jours, sans rien faire. On a nettoyé les arbres. Quel type d'arme aviez-vous sur vous? Bon, j'avais un fusil, j'avais des munitions, j'avais des œufs. Ainsi, on avait des Panzerfaust aussi. Et j'ai pas tiré un coup de fusil, ni un coup de canon en Normandie. Le 14 août 1944 est arrivé l'ordre de retraite de la 7e armée allemande de Normandie. Arrivé à Saint-Lambert, à la bifurcation, on a pris la direction de Mainbeville. Et comme on a roulé déjà toute la nuit, une partie de la matinée était crevée, on s'est arrêté dans la cour d'une ferme. Alors, le sous-officier lui dit « Allez, tu te mets en position de tir à tel endroit », il nous a emmenés. Et j'ai vu défiler devant moi une trentaine de véhicules, dont 20 chars Cromwell. C'était la 10e PSK, c'est-à-dire l'unité de reconnaissance de la première division blindée polonaise. Ils ont tiré des rafales de mitrailleuses sur mon véhicule et sur le canon, ce qui a crevé un pneu, et le canon avec un pneu à plat. On a roulé de Mainbeville à la cour du Bosc, et de la cour du Bosc, on a monté jusqu'à Boigeon. Alors la nuit est arrivée. Moi, je regardais un petit peu, il y avait une cave acide. Je pensais qu'il y avait effectivement un tonneau dans cette cave, mais le tonneau était malheureusement vide. Il y avait toujours soif, malheureusement. Le lendemain matin, le coup de mitraillette, alerte, qu'est-ce qui se passe? Alors, rassemblement de l'équipage, je me suis caché dans cette cave, j'ai donc déserté de l'armée allemande, et le sous-officier a donné l'ordre à l'équipage de partir et m'a laissé sur place. Et tout à coup, j'ai entendu crier « Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, haut les mains, haut les mains ». Alors, par la petite porte de la cave, j'ai vu des soldats habillés en kaki, et de l'autre côté, j'ai vu les soldats allemands qui sortaient du manoir avec un petit drapeau blanc. Alors j'ai attendu que les soldats allemands soient à ma hauteur. J'avais relevé mon ceinturon, les grenades et le casque, et je me suis joint à la trentaine de prisonniers qui sortaient du manoir. Quelles étaient vos conditions de vie durant votre emprisonnement dans la poche de Montormel? On nous a emmenés en haut, dans la prairie, et on nous a fouillés pour voir si on avait des armes. On a regardé le soldebourg, c'est-à-dire le livret militaire. Et le livret militaire, il regardait ceux qui avaient combattu en Pologne. Il y avait malheureusement, je crois, 2 ou 3 qui avaient combattu en Pologne, et les Polonais les ont fusillés. Au lever du jour, explosion, coup de fusil, le gardien polonais s'enfuit, va se cacher, et on voit sortir de la route de Champouzou une douzaine de soldats allemands, le fusil à la main, accompagnés d'un officier supérieur. Cet officier, c'était le colonel von Gersdorf, le chef d'état-major de la 7e armée allemande, qui revenait d'une réunion avec le commandant en chef qui se trouvait à l'extérieur de l'encerclement, et il renvoyait cet officier pour organiser la contre-attaque
venant de l'intérieur et coordonner l'attaque qui devait lui avoir lieu de l'extérieur des Polonais qui occupaient ici le mont Tourmel. Aviez-vous eu des appréhensions avant les premiers tirs? Alors, nous, on était couchés dans le pré et des mortiers tombaient dans le tas. Vous voyez ce que ça pouvait faire. Il y avait un sous-officier qui avait planqué sa tête sous ma poitrine. Il était allongé à côté de moi. Il ne bougeait plus. Il avait un éclat d'obus dans le crâne, à côté de moi. Pourquoi pas moi? C'est lui qui l'a eu. Et là, j'avais toujours soif, parce que je n'avais rien mangé depuis 5-6 jours et rien pu. Alors, je dis, la solution, c'est que je vais descendre vers la Badoire, vers Beaujon. J'étais tout seul. L'ennemi tombait. Je suis descendu. Personne m'a vu, tranquillement. Et je trouve le souterrain. À côté du manoir de Beaujon, il y a un souterrain. Et ce souterrain était rempli d'Allemands qui étaient prisonniers. Et je me suis joint à eux. Et le lendemain matin, les Polonais ont été délivrés par les Canadiens. Et j'ai donc là, les combats autour du mont Tourmel étaient finis. Que vous est-il arrivé après l'approche du mont Tourmel? J'ai embarqué sur un transport de chars, c'est-à-dire un landing ship, et on a été transporté en Angleterre, à Portsmouth. Dans ce premier camp, je mangeais les premiers biscuits et j'ai bu les premières gouttes d'eau 6 jours après. Pendant 6 jours, je n'avais rien mangé et rien bu. On a été interrogé sur la nationalité et c'est là qu'on a fait connaître notre appartenance, qu'on était alsacien et qu'on était français. Donc on était, à partir de ce moment-là, séparés des Allemands. Et il nous a demandé, est-ce que vous voulez vous engager dans l'armée française? Alors, on a répondu oui. Et alors, on a été donc habillés. On a reçu un fusil à Lebel. Non, c'était un mousqueton. Et on a fait ce que faisaient tous les soldats, le marcher ou pas, réapprendre à marcher ou pas à la française, à saluer à la française. On avait un béret, hein, et on avait le battle dress. Et le 11 novembre 1944, j'ai défilé à Londres devant la statue du maréchal Foch. À la fin novembre, on a débarqué au Havre. Et avec nous, il y avait la musique de la Légion étrangère. Et on a été les premières troupes à défiler en musique au Havre fin novembre, début décembre 1944. Du Havre, on a été acheminé à Paris. Au mois de janvier 1945, nous recevons l'ordre que nous étions renvoyés dans les foyers. C'est-à-dire, on était renvoyés de l'armée. Alors, le mois de janvier 1945, il y avait toujours les combats en Alsace, donc on ne pouvait pas rejoindre. Et je commençais à travailler à Paris à ce moment-là. Voilà, et je suis rentré à la météo. Aviez-vous eu des remords de combattre les alliés français? J'étais pris dans l'engrenage. J'avais 18 ans quand je suis parti. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et je me suis aperçu que, en dehors de ce que j'ai fait, d'avoir pu sauver ma peau, parce que beaucoup, vous savez que sur les 120 000 Alsaciens
ils sont partis. 40 000 sont morts. 40 000 sur 120 000. À la fin de la guerre, je me suis dit, tu as eu de la chance quand même de pouvoir t'en tirer après tout ce que tu as pu vivre. Après la Seconde Guerre mondiale, aviez-vous été jugé? Non, absolument pas, parce que j'étais pas SS, heureusement. Qu'est-ce qu'il est que dans ma famille, c'était malheureusement pas le cas. Hein, il n'a pas été jugé non plus. Mon cousin a été enrôlé dans l'armée de l'air comme armurier. Et comme il n'y avait plus d'avions, il a été muté dans les SS. Il s'est retrouvé en 1944 en Alsace comme SS. Il est allé voir les paysans pour déserter. Le paysan n'a pas voulu. Il dit, si je me fais prendre, je me fais fusiller. Alors, bon, enfin, il s'en est tiré quand même. Durant cette période, quels sont les événements qui vous ont marqué? C'est mes 3 jours ici, au Mont-Ormal. C'est marqué à vie. C'est un Canadien écrasé comme par un char, un Allemand qui a été pendu à l'entrée du petit manoir. Je ne parle pas de la puanteur, de tout ce qui entoure la guerre, malheureusement. Et malheureusement. Quel a été votre ressenti à la capitulation allemande du 8 mai 1945? Ah, j'étais à Paris, et j'ai défilé dans les rues de Paris, heureux comme un roi, parce que la guerre était finie pour tout le monde. Merci, Lucien. Merci. Bon, c'est moi qui vous remercie de l'attention que vous m'avez apportée. J'espère que je vous ai apporté quelques lumières de ce qui a pu se passer ici, et puis ce qu'a été la vie d'un Alsacien transmahuté entre 1870 et 1945, tantôt allemand, tantôt français, tantôt allemand et français. J'espère que ça continuera et que comme c'est à l'heure actuelle. Et que nous vivrons une paix. Et que vous ne connaîtrez jamais, vous les jeunes, la guerre que nous avons connue. C'est la première fois aujourd'hui que je fais ça. J'ai eu des interviews avec des journalistes, mais jamais vis-à-vis des jeunes qui se sont réunis et qui se sont intéressés à ce problème. Je crois que c'est le devoir d'un ancien comme moi, qui a presque 90 ans, de décrire ce qui nous est arrivé à leur âge. Et pour plus que jamais, cette chose se reproduise.